En fait, nous venons vous présenter ce livre de 300 pages qui s'appelle Le monde vu de Materanga. C'est un voyage en géopolitique, c'est-à-dire un voyage dans l'univers des relations internationales. Ce livre nous permet de mieux décrypter les décisions des leaders politiques qui gouvernent ce monde en évolution. Voilà en gros, vous retrouverez dans ce livre de 300 pages avec 36 chapitres toutes les questions liées aux enjeux internationaux. Alors, vous avez parlé dans le livre des questions qui sont passées en Afrique de l'Ouest, notamment avec les coups d'État militaires, notamment aussi en Europe avec ce qui s'est passé en Russie et en Ukraine. Vous, quelle lecture faites-vous de ces situations? En fait, nous vivons aujourd'hui un nouvel ordre mondial, comme vous le constatez. Aujourd'hui, on voit la reconstitution des empires. Comme l'a dit tout récemment mon ami Jean-Yves Duval, au départ, on croyait la fin des empires. Et aujourd'hui, on assiste à la naissance de l'empire chinois. Vladimir Poutine veut reconstituer l'empire, soviétique, russe. Et il y a l'empire américain, il y a l'empire ottoman qui est l'empire turc. C'est-à-dire, nous regardons de plus près les zones d'influence qui sont actuellement en état de gestation. Pour parler de notre livre, nous essayons pas d'analyser, mais d'informer la population et d'informer nos lecteurs sur les enjeux des relations internationales. Ce sera effectivement quelque chose de subjectif parce que c'est nous qui donnons notre propre opinion. Ce n'est donc pas une opinion véridique, mais c'est une opinion purement subjective dans la mesure où j'apporte mes réponses aux questions de Jean-Yves Duval selon mes convictions et selon mon engagement. Pensez-vous que la teranga sénégalaise que vous parlez dans votre livre a été mise en épreuve lors du dernier match du Sénégal contre l'Égypte? Comment est-ce que la teranga a été mise en épreuve? Non. Pourquoi? Parce que peut-être vous faites allusion au laser. Vous faites allusion au laser qu'on mettait sur les visages des joueurs. Mais en fait, dans le monde du football, il y a quand même une forme d'oliganisme qu'on ne peut pas nier. Mais c'est le monde du sport. Il faut se dire que quand on était en Égypte aussi, je ne prône pas cela, tout à fait. Mais quand on était en Égypte, on a eu un accueil assez difficile et que les Sénégalais ont rendu la pièce de la monnaie aux Égyptiens. Mais dans toute chose, il faut se dire, ça a été un sport, le meilleur a gagné et que notre équipe, nos lions de la Teranga, nos valeureux lions de la Teranga nous permettent encore de rêver pour un mondial 2022. Ils voulaient s'emparer de Bamako, ils étaient à quelques kilomètres de Bamako. C'était une colonne d'armée française de 650 personnes qui les ont stoppés net. Et si vous vous rappelez à cette période-là, vraiment 650 militaires l'ont stoppé. Et par la suite, les Maliens n'ont pas compris qu'avec l'opération Serval, puis ensuite l'opération Barkhane, qui a mobilisé plus de 14 000 soldats, on n'a pas réussi à stopper l'avancée des djihadistes. C'est là où justement Jean-Yves Duval, j'ai dit, il y a une certaine forme d'hypocrisie diplomatique de la part de la France, qu'on ne le dit pas assez. Et ce qui fait aujourd'hui un sentiment anti-français au Mali. Ce qui se passe réellement au Mali, c'est que à un moment donné, dans la tête des autorités françaises, il fallait créer un État parce que le Mali était trop grand pour la France pour être gouverné par un pouvoir central. Et quand ils sont arrivés à Gao, ils ont demandé aux militaires français, non, aux militaires les militaires maliens de s'arrêter et c'était aux Tchadiens et aux Français. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'ils avaient un compromis avec l'Azawad pour créer un État. Or,
au Mali, il faut se dire que les Touaregs ne représentent que 2% de la population. C'est comme aujourd'hui, on essaie de faire de la Casamance un pays indépendant. C'est ce qui fait le contentieux français avec les Maliens. C'était juste pour un rappel. La deuxième chose, je reviens sur la question de la Russie. Là aussi, bon, comme toujours, comme nos discussions de samedi, il ne s'agit pas de désigner l'agresseur et de l'agresser. C'est-à-dire, ce n'est ni du blanc ni du noir. Il y a une zone grise qu'il faut se dire. Parce que les accords de Minsk n'ont pas été respectés et que, justement, les Russes, à un moment donné, ils se sont dit que ils ont fait un pas, d'ailleurs, en 91, quand il y a eu l'éclatement de l'Empire russe ou de l'Union soviétique, ils ont tendu la main aux Américains et aux Occidentaux. Et on ne les a pas regardés, on ne les a même pas entendus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, quoi que l'on puisse dire, moi je ne le porte pas non plus dans mon cœur parce que c'est un homme très autoritaire. Mais, et c'est là il faut également poser la question, parce que chez nous les Africains, on est de plus en plus pro-russe. Pourquoi on est pro-russe? Parce que en réalité, on est en opposition du néocolonialisme français. C'est pas une bonne chose, je ne dirais pas que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que moi, depuis que je suis là, j'ai jamais vu dans le pays une réalisation russe, quoi que l'on puisse dire. Il y a nos intellectuels qui ont été formés à Moscou, effectivement, mais la Russie, quoi que l'on puisse dire, c'est un pays économiquement faible. Il représente, il a le PIB de l'Espagne. Il est super armé et dans la conscience des Sénégalais ou des Africains en général, Poutine pour faire face au colonialisme occidental. Mais nous, à mon avis, je pense qu'il ne faut pas voir du blanc et du noir. Il y a une zone grise. Et cette zone grise, c'est la position des non-alignés. Que, effectivement, notre président de la République a essayé de prendre cette position-là, mais qui est une tradition sénégalaise. Voilà tout ce que je voulais dire sur la Russie.